Et bonjour à tous et à toutes, surtout pour les journalistes, les partenaires africains. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Et l'accord sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des sons ne relevant pas de juridiction nationale, on appelle ça plus simple les traités de la haute mer, et aussi connu sous les acronymes de BVNG, est un instrument historique parce que sur la Convention des droits de la mer, la partie la moins régulée, la moins réglementée de tout l'océan, c'est la haute mer. Ça veut dire tous les sons où il n'y a pas de juridiction ou de demande nationale, mais c'est un bien commun à toute l'humanité. Non, c'est parti des océans, c'est à peu près 64% de tout l'océan. C'est la majeure partie. Mais aussi, c'est peut-être une des parties où il y a des richesses de biodiversité qui n'est pas très mal connues. On estime qu'on connaît seulement 20-25% de la biodiversité marine. Donc, il y en a beaucoup à faire et nos activités, surtout les activités humaines, industrielles de différentes façons au secteur, ont des impacts énormes sur la biodiversité, même inconnue. Et maintenant, cet accord, le traité de la haute mer, va entrer en vigueur le 17 janvier de l'année prochaine. Donc, ça va ajouter des régulations sur les cadres des droits de la mer au niveau global. Il fallait 60 ratifications, nous le savons, donc ça va commencer à être en vigueur. Et tous les partis membres doivent commencer à transférer toutes les obligations qu'il y a dans cet accord dans les droits nationaux. Et ils auront des responsabilités spécifiques pour la conservation des biens communs dans la haute mer. Donc, pourquoi c'est important pour l'Afrique, ça? Et l'Afrique, c'est entouré de la mer. C'est un continent déjà par les Carthaginois qui ont fait autour, ont fait la circumnavigation de l'Afrique déjà dans les 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est très connu. Et presque la grande majorité des pays africains sont des pays côtiers ou des pays insulaires. Il y a seulement quelqu'un qui sont au milieu où il n'y a pas de sorties à la mer directe, mais c'est très important pour tous les pays. Ça fait partie aussi de la culture, surtout dans la Méditerranée où c'est un berceau de culture. Et de toute façon, pour la biodiversité marine, la capacité de l'Afrique, c'est faible. Seulement 3% des publications mondiales sur les ressources génétiques marines viennent de l'Afrique. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour bâtir des capacités dans l'Afrique pour faire partie de l'utilisation des biens communs d'une manière durable. Donc, est essentiel que l'Afrique saisisse les opportunités offertes par cet accord et qu'on peut contribuer à la gouvernance des océans. Maintenant, l'accord a 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'accès légal aux ressources génétiques marines et aussi aux informations de séquences numériques sur ces ressources. Donc, ces deux choses, les ressources génétiques tangibles qu'on peut toucher et on peut faire la recherche, et aussi l'information numérique intangible dérivée de ces ressources. Et aussi, l'idée, c'est qu'on doit partager les bénéfices, toute la planète, tous les membres, entre tous les parties parce que ce sont des biens communs. L'accord dit ça garantit un accès équitable aux données, aux échantillons qu'on peut prendre à la mer sur différentes espèces, même des micro-organismes, et aussi au partage des bénéfices. Et deuxièmement, le deuxième pilier, c'est la protection des espaces situés en haute mer par l'établissement des outils de gestion, par des zones spécifiques dans la haute mer, par exemple les aires marines protégées. La majorité de ces aires marines protégées sont déjà dans des zones exclusives des pays, mais il y a quelques-unes qui ont été établies dans la haute mer, mais sont la minorité, sont l'exception. L'idée, c'est de changer la situation et avoir aussi des systèmes de conservation, des surveillances sur des zones particulièrement riches ou importants en termes biologiques dans la haute mer. Et aussi, ça c'est important avoir ce type de outils parce qu'on a une obligation commune de protéger 30% de la biodiversité des océans
dans l'année 2030. Donc, c'est pas si loin, c'est dans 4 années. Et dans les cadres de la biodiversité globale, le Commis-Montréal Protocol. Troisièmement, nous avons aussi dans l'accord obligation pour l'évaluation d'impact environnemental supplémentaire. S'il y a déjà des évaluations d'impact, par exemple pour l'Organisation maritime internationale sur les bateaux ou la FAO ou des accords régionaux pour l'évaluation d'impact sur la population des pêches, des poissons, c'est pas nécessaire. Mais s'il n'y a pas des évaluations d'impact déjà, il faudra les faire dans le cadre de cet accord. Aussi, l'évaluation d'impact, c'est pour évaluer tout possible impact négatif des activités humaines dans la haute mer, de toutes sortes. Donc, ça peut être appliqué à la pêche, à la minerie, à transport, câbles maritimes, etc. Sous-marins, des câbles sous-marins, etc. Excusez-moi si des fois je mets l'espagnol ou l'anglais dans mes expressions. Aucun Et problème. j'ai fait l'effort, merci. Je connais pas la terminologie technique, mais en anglais, en espagnol, bien sûr. Le troisième pilier, c'est le renforcement des capacités et des transferts de technologies. Ça, c'est très important pour tous les pays de l'Afrique. L'objectif, c'est créer des processus transparents, équitables et voir si à la fin, on peut faire des transferts de technologies réels qui marchent pour les besoins des pays africains, mais aussi pour tous les pays. Et la définition des technologies marines dans l'accord, c'est très large. Donc, il y a des biens de capital, mais il y a aussi de la recherche, des projets communs, etc. Donc, c'est très intéressant. On verra si on peut faire la mise en œuvre de manière efficace. Maintenant, et sur la gouvernance et la transparence, il y a aussi dans l'accord un fonds spécial pour financer la mise en œuvre. Ces fonds, ça va se remplir avec les contributions des pays, mais aussi les pays développés doivent donner une contribution 50% plus haute pour l'utilisation des ressources génétiques. Donc, il y aura un fonds plus grand, en théorie, pour faire la coopération et la capacitation et la transférence des technologies. Et en termes de gouvernance, la conférence des parties, c'est l'organe le plus haut. C'est l'organe qui va faire la surveillance et la mise en œuvre de l'accord. La première conférence des parties, c'est prévu pour la fin de 2026 et ça permettrait de définir des règles ou des guides plus spécifiques pour les obligations plus importantes de l'accord. En conclusion, l'accord, c'est une opportunité unique pour partir l'économie bleue et durable dans la haute mer. Encore une fois, on parle des régions qui sont plus de 200 000 maritimes de notre côte. Mais le succès des traités va dépendre, est dépendant de que nous pourrons bâtir un secrétariat fort, que nous avons un budget ambitieux et qu'il y aura des comités techniques, politiques, économiques et scientifiques. Parce c'est important que dans ces cas-là, on parle des ressources génétiques et de l'utilisation durable de la biodiversité. Donc, il y a un côté économique très important dans la conception de l'accord. L'accord se fait pour la conservation, mais aussi pour l'utilisation durable des ressources de la biodiversité. Ça, c'est dans les côtés de l'accord. Sur l'autre accord, c'est l'accord de la l'OMC sur les subventions à la pêche. Je vous explique, maintenant, dans le multilatéralisme, dans le côté multilatéral, nous sommes en impasse. C'est très difficile d'avoir des accords et avoir des consensus entre les membres. Les positions sont très différentes et mon collègue Ludovico expliquait cette situation sur les traités de plastique. Mais les seuls areas, les seuls aires où nous avons beaucoup plus de consensus et même nous avons des accords, c'est les océans. Les deux accords les plus importants, c'est le BBNJ, comme j'ai mentionné, mais aussi l'accord de la OMC sur les subventions à la pêche. Sur cette deuxième, il y a une particularité. Les États-Unis ont accédé à cet accord. Et c'est très rare maintenant. Sur les BVNG, les États-Unis ne vont pas signer parce que même ils n'ont pas signé la Convention des droits de la mer. Donc, je crois qu'ils n'auront pas.
ils ne feront pas, mais celles-ci, ils font partie. Donc, c'est différent. Sur la OMC, il y a plus de consensus. Même la Russie a ratifié. Donc, c'est très différent la situation. Il y a plus de consensus, si vous voulez. Donc, sur l'accord de subvention à la pêche, il y a trois prohibitions essentielles. Et prohibition contre la subvention, ça veut dire des budgets publics ou des pays, pour la pêche illégale, pour la pêche pas régulée et pour la pêche que c'est pas, pour laquelle il n'y a pas de la transparence. La deuxième prohibition, c'est sur des contributions des pays pour la pêche sur des espèces surexploitées. Donc, ce sont des espèces ou des populations qui sont déjà mal, dans une mauvaise situation. On doit faire les choses pires, donner de l'argent public pour prendre beaucoup de ces espèces qui sont déjà en danger, c'est contresens. Et la troisième prohibition, c'est de donner des solutions à la pêche sur des parties ou des aires de l'océan qui sont très grands, surtout dans le sud de l'Atlantique, sur la Antarctique. Il y a des zones qui ne sont pas régulées. Il n'y a pas de régulation. Donc, on doit mettre pas de l'argent public pour de l'extraction ou la pêche industrielle d'importe quelle forme sur des régions où il n'y a pas de règles. Parce qu'on vraiment ne sait pas la situation des populations dans ces régions et comment on va partager les ressources. Et il y a dans les traités des traitements spéciaux et différenciés pour les pays en voie de développement. Ils ont 2 années, surtout pour mettre en œuvre les prohibitions. Et ça donne un petit peu de temps pour établir des systèmes pour éviter que les ressources publiques arrivent dans des mains pas scrupuleuses ou des mains qui font des choses contre la loi. Et c'est difficile de penser qu'on donnait de l'argent public pour la pêche illégale, par exemple. Je vous explique comment c'est passé parce que c'est pas connu. Et normalement, les pays donnaient des subventions à tous les vaisseaux de pêche du pays sans discrimination, sans enquête sur les conduites de ces bateaux ou les capitaines sur, la mise en œuvre des réglementations nationales ou internationales. Donc, on donnait de l'argent sans vérifier les activités de chaque bateau. Donc, il y avait des bateaux pirates qui faisaient des choses très mauvaises. Il y avait des bateaux qui faisaient tout en suivant la loi. Donc, on ne faisait pas de différenciation. Maintenant, avec l'accord, les gouvernements ont le devoir de vérifier si ces bateaux ont un record clair des violations ou pas de la loi nationale, régionale ou internationale. Et à la fin aussi, il y a une exception très intéressante sur l'accord, que c'est très important. Et je trouve que c'est très nouvelle, ça. Il y a une exception pour la subvention dans le cas des situations climatiques, des ouragans, des cyclones, des catastrophes naturelles ou climatiques. Et ça, c'est important parce qu'il y a des cas réels. Je vais vous donner un. Basiquement, si votre pays souffre un huracan, un cyclone, un tremblement de terre et la moitié des vaisseaux sont détruits ou les ports sont détruits, vous avez le droit de donner des solutions pour la reconstruction, pour rebâtir votre capacité de pêche au même niveau que existait avant de la catastrophe naturelle. Maintenant, ça s'est passé aux Caraïbes. Ce n'est pas la Méditerranée, mais dans la Méditerranée, il y aura des différentes conséquences des changements climatiques, surtout le réchauffement du bassin méditerranéen, mais aussi la pollution, la surpêche, etc. Donc, c'est indirect, mais dans les Caraïbes, vous savez, et les Pacifiques, vous savez, les huracans et les cyclones. Et il y a 2 années, il y avait l'ouragan Beryl. L'ouragan Beryl a détruit 90% de toute la flotte de Barbade. 90% de toute la flotte pêcheur. Donc ça a des effets immédiats sur la sécurité alimentaire, sur le travail, sur les emplois. Donc, cette exception, c'est intéressant pour la garder pour des autres accords parce que les effets des changements climatiques vont devenir plus communs, plus récurrents et dans tous les pays, dans tout le monde. Et la Méditerranée, c'est une des mers
impactés par le changement climatique. Pas avec les hurricanes, mais il y a des autres problèmes qu'on devra répondre. Donc, je crois que j'ai fait ma présentation. Excusez-moi pour mon français, j'ai fait l'effort, mais c'est un plaisir d'être ici et je vais essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Est-ce que, on va passer aux questions, bien sûr. Malheureusement, j'ai raté le début de la présentation. Je vous remercie beaucoup, c'est très intéressant, même si c'est un peu difficile de vous comprendre, Monsieur Vivas, excusez-moi. En fait, je voulais juste comprendre comment ça se fait qu'on parle beaucoup des conventions, des accords de la préservation des ressources halieutiques, de la protection de la biodiversité, mais en même temps, on voit dans certains pays, que ce soit qui donnent sur l'Atlantique ou bien sur la Méditerranée, notamment au sud, au Maroc, mon pays d'origine, il y a des grandes unités de pêche pélagique, chalutier, vautourier, notamment des usines aussi en fait russes, chinois, et qui pêchent beaucoup le poisson. Et donc, je voulais juste comprendre cette contradiction, double langage, préservation, mais en même temps, on autorise de pêcher du poisson, beaucoup de poissons. Et aussi, il y a d'autres des projets offshore, exploration de pétrole en mer. Donc, s'il vous plaît, juste votre point de vue là-dessus. Merci beaucoup. OK. Et je vous explique parce que c'est toujours compliqué. Le problème avec les droits de la mer, c'est qu'on a différents niveaux de souveraineté sur les eaux. Il y a la mer territoriale, les mers territoriales où nous avons tous les droits dans les territoires. Il y a aussi la zone économique exclusive où les pays ont des droits sur les ressources naturelles, sur la mer, mais aussi sur les sols marins. Maintenant, et au dehors de ça, il y a la haute mer, et la haute mer est régulée par des accords régionaux, OK? Où les pays qui sont côtiers, mais aussi des pays avec des droits historiques sur la pêche, peuvent pêcher, OK? Et ce type d'accords vont définir l'action des membres, mais aussi des non-membres sur cet accord. Donc, dans les mares territoriales, c'est la responsabilité des États. Ça, c'est les premières 12 000 marins. Dans ces cas-là, c'est la responsabilité du Maroc que la pêche qui se passe là soit conforme à ses propres lois et lois internationales. Aussi, dans la zone économique exclusive, ça s'applique aussi à la pêche à ressources naturelles dont l'État a les droits pour la régulation des ressources marines là. Ils peuvent donner des licences de pêche pour les bateaux nationaux, mais ils peuvent aussi donner des permis d'accès aux bateaux étrangers. Il y a des accords bilatéraux très connus, surtout avec les pays européens et les pays de l'Afrique, pour avoir les droits d'accès aux ressources des pays de l'Afrique. C'est très commun et des fois, ils sont très controversiels, mais les pays tendent à signer, essayent de signer des fois parce que les ressources vont directement au gouvernement, pas directement aux pêcheurs. Et beaucoup de gouvernements essayent d'avoir de l'argent additionnel à travers ce type d'accords de pêche. Des fois, ils partagent les bénéfices avec les pêcheurs, mais c'est un problème national, pas bilatéral. Sur les accords régionaux, c'est accord fait entre les pays côtiers pour le partage des ressources. Donc, ils font des évaluations des populations des poissons. Et là, après ça, ils déterminent s'il y a besoin d'avoir des mesures de conservation ou pas. S'il y a mesures de conservation, normalement, ça finit avec un quota ou des saisons de pêche ou de, de détermination quel type d'activité on pourrait faire ou on pourrait faire pas. Aussi, il y a des pays qui ne sont pas dans la région qui demandent accès à la pêche dans la haute mer parce que tous les pays ont les droits. Ça fait partie des règles de la Convention des droits de la mer.
Et la Commission des droits de la mer, ça vient de droit coutumière. C'était la coutume dans la haute mer que les bateaux de n'importe quel pays pourraient pêcher. Donc, il doit respecter ces pays qui ne font pas partie de l'accord régional. Il doit faire la mise en œuvre ou l'application des réglementations dans cet accord s'il veut pêcher dans ces régions-là. Aussi, il y a une définition des espèces. Des fois, cet accord régional font la régulation seulement des espèces les plus commerciales, comme le thon ou la sardine, par exemple. Et des fois, les bateaux des autres pays, je, je peux dire des exemples, les Chinois ou les Russes, ils participent à la pêche pour des autres espèces qui sont intéressantes pour eux, mais que les pays côtiers ne pêchent pas. Donc, c'est très compliqué. C'est un système de gouvernance pas parfait, mais c'est que nous savons maintenant. Donc, il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a moins de poissons. Et je vous donner un nombre, c'est horrible ce nombre, c'est la réalité. Maintenant, toute la pêche globale, c'est que nous pouvons prendre de la mer, de toute la mer, de tout l'océan de la planète, c'est à peu près 90 000, 90 000 millions de tonnes de poissons. C'est le même montant que dans l'année 2000, à peu près. Donc, dans les dernières 25 années, nous avons arrivé aux limites de ce que l'océan peut nous donner. Il n'y a pas plus de pêche de plus. Des fois 91, 92, mais c'est exceptionnel. Et 7 montants, 90 millions de tonnes de poissons, et, c'est à peu près et, 47% de tous les poissons que nous consommons dans la planète. Ça veut dire que 3% des poissons que nous avons dans nos assiettes, ça vient de l'aquaculture. Donc, nous avons déjà arrivé à une limite planétaire des ressources biologiques marines. Je vais vous faire ça plus simple. Il n'y a plus de poissons. Oh, avec tous les efforts de tous les flottes de tous les pays, on seulement peut prendre 40% de ce que nous consommons. Donc, il y a responsabilité aussi dans le consommateur ici, pas seulement des pays. Donc, c'est un exemple qu'on arrive à des limites et ce que j'écoutais sur le réchauffement climatique dans la Méditerranée et niveau de salinité, c'est un autre exemple que nous commençons à arriver à des limites planétaires plus vite que prévu.